Il professor Kresimir Pavelic viene direttamente da Zagabria, è un professore docente universitario, è un medico e anche un biologo molecolare. Chiedo un po' di attenzione gentilmente. Grazie. È un biologo molecolare, quindi non è solo un medico, è un esperto di cellule, di processi fisiologici e biologici dell'organismo e lui vi presenterà i risultati, i numerosi risultati che lui ha ottenuto. Vi devo dire che questo dottore, questo professore ha un curriculum, io non riuscivo neanche a finire di leggerlo, ve lo vedete sul sito in inglese, è un pozzo di scienza, devo dire, quindi dobbiamo essere molto fortunati, molto onorati, è la prima volta che viene in Italia, in Italia no perché lui lavora con l'Università di Napoli, ma a Milano è veramente la prima volta. E gli abbiamo chiesto di parlarci dei processi di detossificazione. Vi lascio nelle sue mani. Grazie. Vorrei ringraziare innanzitutto la dottoressa Modugno per avermi presentato e per avermi dato l'opportunità di essere qua oggi. Per me questa è un'esperienza eccezionale. Io oggi farò una presentazione di alcune nuove strumentazioni mediche che possono essere utilizzate in medicina in modo molto proficuo. E parlerò anche di inquinamento ambientale e dell'impatto che questo ha sulla nostra salute. Parlerò anche dei metodi principali et des méthodes de fonctionnement de certaines éolites, c'est-à-dire la clinoptilotite. On en verra l'application et le rôle antiogénique et antivieillissant. La première chose dont je vais vous parler est une sorte de critique à la médecine moderne. Les médecins, en effet, parfois réduisent le paradigme réductionniste, excusez-moi les jeux de paroles, qui décrit la solution, mais la solution parfois n'est que dans une boîte de pilules. Et cela est valable pour les maladies chroniques. Ce paradigme réductionniste de la médecine traditionnelle occidentale a essayé de simplifier l'être humain Donc la médecine aujourd'hui s'appuie sur une différenciation entre les oui et le non, entre les diagnoses qui négligent souvent les causes sous-jacentes des maladies. Les médecins traditionnels vous diront que vous êtes malade, vous ne l'êtes pas. Donc il n'y a pas de zone grise. En exerçant de cette façon la médecine, c'est détournant et on a là donc le manque de la théorie du continuum, c'est-à-dire que en partant d'un état de santé optimal jusqu'à un déséquilibre caché qui amène à des malfonctionnements et à des maladies. Donc partout dans ce continuum, on peut agir et on peut inverser ces processus pour améliorer notre état de santé. La médecine traditionnelle se base sur des essais et des erreurs. Qu'est-ce que c'est que cette approche? Il signifie que si les patients présentent certains symptômes, le médecin va poser les diagnostics les plus probables selon ces symptômes. Le médecin va prescrire des médicaments
outre le dosage. Et cette posologie est centrée sur le poids du patient. Et si les effets secondaires sont très graves, très lourds pour les patients, alors le médecin pourra varier le dosage ou les médicaments même. Parfois, il arrive que le médecin abandonne une certaine thérapie et décide de répéter un cycle jusqu'à ce que l'on trouve le traitement correct. Il s'agit là d'une approche par essai et erreur. Donc on a de véritables lacunes des connaissances, surtout en ce qui concerne les causes de la maladie, les marqueurs biologiques, les facteurs qui influencent l'efficacité de remèdes médicaux. Et cela est un signe d'alarme parce que ce type de connaissance est souvent méconnu et négligé. Moi, en tant que médecin, je suis très sceptique vis-à-vis de la médecine contemporaine. Je crois que nous avons besoin d'une nouvelle médecine, ce qui signifie une médecine personnalisée. Autrement dit, une approche individuelle vis-à-vis du traitement de certaines maladies, selon les nécessités et les exigences du patient et de son patrimoine génétique. Il faut évaluer les habitudes du patient dans son ensemble. Un autre aspect intéressant est la médecine complémentaire. Qui ne considère seulement le corps du patient, mais l'esprit même du patient. Donc il s'agit d'un mélange entre la médecine conventionnelle et la médecine orientale. Il s'agit là de l'approche CAM, de la médecine alternative. Nous avons besoin d'une nouvelle typologie de médecine parce que le paradigme réductionniste n'est pas souvent utile. Donc il y a de véritables zones d'ombre qui s'avèrent être inefficaces. Aujourd'hui, je voudrais souligner la question environnementale et l'impact que l'environnement peut avoir sur notre santé. Pour moi, cela constitue un grave problème parce que il y a différents rapports aux États-Unis qui nous confirment que les agents chimiques sont souvent sous-évalués dans l'évaluation du risque oncologique. L'ancien président Obama a poussé les scientifiques à éliminer les substances cancérogènes de la nourriture, de l'air, parce que cela a un impact en termes de santé. Donc il existe un lien très fort entre les agents polluants chimiques et le cancer, et cela ne peut pas être négligé. Cela arrive non seulement aux États-Unis, mais également en Europe. Donc le problème en matière d'agents chimiques concerne les produits qu'on utilise au quotidien, l'agriculture, nos vêtements, les lessives, les objets de plastique que nos enfants utilisent. En 2004,
une étude a été publiée et cette étude a démontré que des sangs agents chimiques industriels se retrouvent dans le sang ombilical des enfants nés aux États-Unis entre août et septembre 2004. Cette étude a révélé donc que 287 agents chimiques ont été retrouvés dans les sangs ombilicales des enfants. Il y avait donc des pesticides découlant de produits de consommation courante et même de déchets provenant de la combustion, par exemple du carbone et il y avait également de perfluorodérivés qui sont utilisés dans le secteur du vêtement. C'est 287 agents chimiques, 180 causent le cancer dans les êtres humains ou dans les animaux, chez les animaux. Des 117 sont toxiques pour notre cerveau et pour notre système nerveux. Et 208 sont la cause de anomalies et défauts congénitaux à la naissance. Quelle pourrait être une solution? Eh bien, cela pourrait nous venir de la nature. Je vous parlerai d'un type spécifique de zéolite, c'est-à-dire la clinoptilolite, utilisée sur l'être humain. Je vais vous donc définir ce que c'est la zéolite. Il s'agit d'un ensemble de structures non organiques qui peuvent être synthétisées en laboratoire ou pas. La clinoptilolite est une zéolite naturelle qu'on peut utiliser en médecine. Elle peut être utilisée non activée ou doublement activée par le biais de procédures spécifiques. On a également la PMA, autrement dit une forme doublement activée de la zéolite dans sa phase de production. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la zéolite parce qu'elle est protégée par le brevet. Il y a des centaines de zéolites et parmi ces différentes espèces, il y a des espèces cancéreuses ou pas. Qu'est-ce que c'est la zéolite et quelle est leur structure? Elles peuvent être zéolites naturelles ou artificielles. Elles ont une structure très bien définie. Elles sont bien organisées jusqu'à constituer des structures cristallines ouvertes. Quelles sont leurs propriétés? Eh bien, elles sont des propriétés extraordinaires. Elles agissent en tant qu'échangeurs des cations non organiques. Elles ont une fonction adsorbante. Ils sont de bassins actifs de réaction des catalysations par le métaux. Et également, il s'agit d'un tamis moléculaire, d'un crible moléculaire. En tenant compte de dimensions des molécules, ces molécules sont tamisées par la structure de la zéolite. Ces propriétés font en sorte que la zéolite soit utilisée dans plusieurs domaines, en biochimique, dans l'agro-industrie, dans les lessives,
dans les fertilisants, dans l'industrie nucléaire ou dans le stockage énergétique ou dans l'industrie textile ou pharmaceutique, comme je disais auparavant. La micronisation tribomécanique de la zéolite, qu'est-ce que c'est? Je vais me concentrer sur cet aspect parce que on a un processus de broyage particulier. Cela signifie que le traitement de la zéolite pourrait engendrer même une perte considérable de composants, surtout dans certaines parties de la zéolite. Et ces changements dépendent de la typologie du matériel traité et des machines que l'on utilise qui peuvent tourner en sens contraire et décomposer la zéolite en particules. Il est vrai que ces processus de récomposition de la zéolite met en exergue de propriétés très importantes pour la médecine. Par exemple, la capacité d'absorption, qui est une propriété. On va voir maintenant comment les zéolites sont en nature. Il s'agit ici d'un exemple des zéolites A, analysées au microscope. Elle présente une structure de molécules cubiques et sphériques, alors que cette zéolite PMA est utilisée en pharmacologie et a une structure à flocons plus petite par rapport à la clinoptilolite qu'on a observée auparavant. Il s'agit d'un nouveau matériel. On parle en anglais de flat staged, ou nouvelle forme de clinoptilolite à flocons aplatis. Donc, il est important de considérer si la structure de ces structures sont toxiques ou pas. Dans les années 2000, on a démarré l'étude de la toxicologie de zéolite. Donc, on a étudié la toxicologie en tenant compte des indications de l'OCDE. Aucune toxicité a été détectée dans ces études précliniques. Les formes subchroniques et subaiguës ont été exclues. On a répété les dosages et la conclusion de cette étude, qui a été très coûteux, est que l'administration par voie buccale sur les rats et sur les cobayes n'a pas apporté de changement au niveau de la toxicité du traitement. La zéolite uniformée a réduit, a abrégé le temps, a écourté le temps de gestion. À la fin de cette analyse, il n'y avait pas une différence entre les éléments analysés et les éléments non analysés, donc on n'avait pas des niveaux de toxicité de la part des zéolites. Quelles sont les applications médicales de la zéolite? En 2003, j'ai été convié, j'ai été invité à écrire un chapitre pour l'American
Technology. Et j'ai retrouvé dans la littérature scientifique différentes applications médicales, par exemple en tant que substance contre la diarrhée, ou comme application externe, ou décontaminant dans comme produit des contrastes dans la résonance magnétique. Il y a des données très intéressantes en matière de tests sur les animaux. Par exemple, si l'on donnait aux animaux la clinoptilolite, par exemple au porc, ces animaux présenteront un gain de poids et sont moins susceptibles aux maladies par rapport aux animaux qui ont un régime traditionnel. Si la clinoptilolite est administrée par voie buccale, on voit que dans les cailles japonaises, les poussins entre 10 et 45 jours depuis leur naissance d'âge ont montré une réduction des effets de la l'aflatoxine. Elle joue aussi un rôle de radioprotecteur pour les propriétés d'échange ionique. Les radionucléides sont ralentis, par exemple les cadmium, les strontium. Et cela aide à éliminer les métaux lourds en évitant la pollution organique, en diminuant le niveau d'ammoniac dans les tissus, outre que les cadmium, le chrome et les plombs. Différentes expérimentations cliniques ont été conduites et elles ont été publiées en 2009 aux États-Unis. Il s'agit d'essais en double aveugle qui vont soutenir l'utilisation de la zéolite doublement activée pour favoriser l'élimination de métaux lourds, et elles sont également utilisées dans la thérapie par chélation. Il y a également d'autres utilisations en matière des effets antimicrobiens et des effets antiviraux. Et elle a également un effet antioxydatif pour tous les problèmes qui frappent le foie. Nous avons utilisé comme modèle une hépatectomie partielle chez les rats, et on a vu que le foie arrive à reconstituer n'importe quelle perte de masse, et cela soutient l'homéostase de l'organisme, et donc cela est l'un des principaux effets de la zéolite activée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on connaît déjà le mécanisme. Nous avons obtenu un brevet au niveau européen pour ce qui concerne l'action de la zéolite pour l'ostéoporose. Les valeurs des paramètres pour les animaux qui
ont reçu la clinoptilolite, ils ont montré une augmentation de la formation osseuse plus importante que les autres. Après la fin des études cliniques, on a approuvé un brevet européen. Une étude clinique en double aveugle qui s'est déroulée pendant une année a été terminée et se trouve maintenant dans un stade secondaire. Je crois donc qu'on aura une preuve clinique. Pour ce qui sont les effets de la zéolite contre l'ostéoporose. Vous pouvez voir ici une reconstruction en 3D des os trabéculaires. Il s'agit d'une solution physiologique saline et vous pouvez voir qu'elles sont beaucoup plus compactes. Il y a des propriétés de la clinoptilolite très importantes pour la thérapie cancérogène. Ce ne sont pas des agents aussi forts que ceux de la chimiothérapie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je peux vous dire que dans une série d'essais, on a pu voir des effets antimétastatiques pour le cancer du sein et du poumon. Et cela n'est pas en conflit avec les traitements traditionnels. La clinoptilolite avec la doxorubicine réduit le nombre de nodules métastatiques dans les poumons. Il y a plusieurs données qui confirment ces résultats. Et nous connaissons également le mécanisme de cette action avec un emploi d'une technologie très puissante avec des puces qui peut mesurer l'activité de notre génome. Presque 22 000 gènes et chaque point représente un gène. Nous connaissons sa situation. On connaît l'intensité de l'activité du gène représentée par la couleur. Donc en utilisant cette méthode, on peut analyser ce qui se passe après l'administration de la zéolite. On a découvert en effet que ces traitements influencent les gènes qui sont utilisés dans la mort cellulaire et dans les cycles cellulaires, mais également dans la réponse au stress oxydatif. Il s'agit d'une méthode analytique très complexe, mais vous pouvez voir ici une synthèse. La clinoptilolite peut être un adjuvant chez les rats et les chiens parce qu'elle a réduit la taille du cancer. Je voudrais également dire que la zéolite, pour ses propriétés antioxydantes et ses effets qui amènent à une désintoxication de l'organisme, est très adaptée pour les personnes qui sont en radiothérapie
pour contraster les effets secondaires des médicaments. Chimiothérapie. On a utilisé un modèle d'un intestin artificiel. Et nous avons découvert que la PMA zéolite et la clinoptilolite peuvent modifier les niveaux de cadmium, aluminium et arsenic, chrome et arsenic contenus dans l'intestin et dans l'estomac. Cela a été vérifié même avec des essais en vivo sur les animaux. Vous pouvez voir dans ces diapos que les animaux étaient contaminés avec de l'aluminium. Nous avons mesuré la quantité de métaux lourds dans le foie, dans les os. Et on a inclus la zéolite A qui a réduit la présence de métaux lourds à exception du cerveau. La conclusion de cette expérimentation a été que les propriétés d'échange ionique de la clinoptilolite sont visibles non seulement pour la clinoptilolite, mais également pour toutes sortes de zéolites. La PMA zéolite ou la néoactive ont produit un échange ionique de plomb dans un environnement extrêmement acide. Et ont modifié le pH de notre système gastro-intestinal. Nous avons des données très intéressantes sur l'espérance de vie et les traitements anti-vieillissement. En 1786, l'espérance de vie moyenne correspondait à 24 ans. 100 ans plus tard, cette espérance de vie avait augmenté par 2. Maintenant, un nouveau-né peut espérer de vivre en moyenne 76 ans. Avec les récentes découvertes en biologie, beaucoup de scientifiques croient que l'espérance de vie ne cessera d'augmenter jusqu'à atteindre un âge très très élevé. Donc les êtres humains potentiellement ne mourront pas dans l'avenir. Dans d'autres organismes, par exemple le pando, il s'agit d'un organisme Populus tremuloides qui a été déterminé comme un organisme vivant, comme des marqueurs génétiques dont la vie a été estimée à 80 000 années. On a également un autre organisme, une méduse, la Turritopsis nutricula, pourrait vivre infiniment sans jamais mourir. On a également des espèces d'éponges près de l'océan Antarctique qu'on estime peuvent avoir 10 000 années. Il y a bien d'autres exemples en nature. Pensez maintenant à la Bible. En partant de la génération 1 à la 8, on pensait que la vie moyenne correspondait à 1000 ans. Et dans les générations 9 jusqu'à la 22, la moyenne d'âge arrive à 147 ans. Dans la génération 33 jusqu'à la 47, la vie moyenne était moins de 55 ans. Vous avez quelques nombres ici.
Mais si notre esprit reste ouvert à toute possibilité, on peut vraiment se rendre compte comment ces âges enregistrés et se rendre compte qu'après le déluge universel, la moyenne d'âge s'est réduite considérablement. Les cellules souches suggèrent une base biologique de cette immortalité, donc les facteurs environnementaux délétères après le déluge, par exemple les UV ou les radiations, une radioactivité plus importante, de l'eau insalubre qui a modifié le climat et a contribué à l'évaporation des océans. Tous ces facteurs pourraient contribuer à ces processus. Même la dépression des consanguinités est due à la reproduction entre consanguins qui était l'habitude dans l'Ancien Testament. Beaucoup d'essais avec les moucherons montrent que la longévité est déterminée génétiquement. Il y a des populations de Drosophila melanogaster qui vivent 3 fois plus que d'autres. En travaillant avec 5 souches mutantes, on a pu comprendre qu'on a de niveaux de longévité plus importants que si on a ou pas certaines gènes. Les âges bibliques ne devraient pas être négligés parce qu'elles présentent des questions philosophiques peu convenables. Donc, une longévité exceptionnelle peut être atteinte et notre organisme et notre génome nous le dit. Par exemple, les radicaux libres sont des molécules qui présentent des électrons dépairés. Ces molécules peuvent avoir une charge positive, négative ou neutre. Donc on a une possibilité infinie d'associations qui varient selon le contexte. On utilise pour cela les antioxydants qui capturent les électrons et réduisent la puissance négative des radicaux libres. Pourquoi devons-nous mourir? Avec les vieillissements, nos cellules sont attaquées par les radicaux libres dans notre corps et dans l'environnement, surtout les agents polluants. Nos cellules présentent l'habilité de se reproduire et de se remplacer avant qu'elles ne soient tuées par des causes naturelles. Chaque fois qu'une cellule se divise, notre molécule d'ADN forme une nouvelle copie ou une nouvelle réplique. Les maladies neurodégénératives causent la mort ou les cancers. Je crois que ce thème est très important. Nos cellules fonctionnent un petit peu comme les horloges dans leur matière génétique, donc le contrôle de ce mécanisme s'appelle télomère.
Les télomères se retrouvent à la fin de nos chromosomes. La longueur de chaîne télorémique diminue avec le vieillissement. Donc, quand la cellule a perdu le code ADN vital, elle atteint le limite des Hayflick, c'est-à-dire la mesure de combien de fois une cellule peut se reproduire avant de mourir. Chaque cellule a en elle ce mécanisme qui est réglé par la télomérase et donc par les télomères. Les cellules dans notre corps ont une limite d'Hayflick très élevée, très élevée. Donc, on peut prolonger la croissance télomérique. Il y a également des bases biologiques pour une durée de la vie extrêmement plus longue. Ces causes biologiques sont liées au corps humain. On peut avoir la télomérase enzymatique qui inhibe la perte de télomères et l'expression télomérique est liée à l'immortalité dans les lignes cellulaires humaines. La télomérase est utilisée pour la prolongation des télomères dans la spermogénèse et dans l'ovogénèse. Les scientifiques pourraient enfin être capables d'améliorer sensiblement notre longévité. Et comment peuvent-ils le faire? Ils peuvent augmenter la longueur des télomères, qui est associée positivement aux télomères. L'activité se reproduit dans la longueur des télomères et dans la prolongation de l'attente de vie dans les cellules des tissus de certains individus comme les souris, par exemple. Donc, la prolifération cellulaire était synonyme à peu près était égal à quelques centaines de vies humaines. Donc, il y a d'autres molécules importantes pour le processus de vieillissement, telles que la progérine, qui est la protéine cause du vieillissement ordinaire. Mais il provoque également un vieillissement prématuré qui s'appelle progesteria. Et quand les télomères se réduisent beaucoup, qui déclenche la production de progéria. Donc, la production excessive de cette protéine chez les enfants souffrant de ce vieillissement précoce et pour réduire ou ralentir le processus de vieillissement. Il y a d'autres molécules. Donc, les stratégies pour allonger la vie, ce sont les suivantes: la nanotechnologie, le clonage, le remplacement de certaines parties du corps, la cryonique, les stratégies pour la sénescence programmable, la nanotechnologie dans la prolongation des télomères et les nanocercles d'ADN synthétique, c'est-à-dire la répétition des séquences de télomères pour allonger les télomères et donc renouveler les tissus. Il y a également des applications thérapeutiques telles le traitement de la dégénération maculaire, la dégénération du foie et des cancers. Par exemple, pour la dégénération maculaire, pour prévenir cette pathologie, on est au stade préclinicien de ces études. Pour allonger la vie humaine, il faut faire deux choses, c'est-à-dire tout d'abord éliminer les toxines, et les zeolites sont excellentes à cet effet.
étant donné que ces toxines usent nos cellules. Donc, il faut attendre une réponse scientifique du point de vue de l'industrie des médicaments qui puisse produire un médicament capable de ralentir le processus de vieillissement, contrôler les télomères dans les cellules cancéreuses qui va déboucher sur un traitement anti-cancer. Donc, ce siècle pourrait être le siècle pendant lequel les êtres humains vont identifier une thérapie efficace qui vont nous éclaircir sur les périls intrinsèques. Donc, j'en viens à mes conclusions. La clinoptilolite pourrait être utile chez les patients qui souffrent de cancer parce qu'elle a un effet anti-cancer direct, mais comme thérapie supplémentaire conjuguée à la chimiothérapie, à la radiothérapie, peut-être elle a même des effets du point de vue contre les métastases. Elle augmente la formation osseuse. Elle peut être employée comme immunostimulatrice, un effet antioxydatif. Elle peut être employée contre les radicaux libres, contre les métaux lourds, les pesticides, les mycotoxines et les radionucléides. Et il s'agit d'un produit sain qui n'est pas toxique.